C'est bon. Ça y est. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie InVivox. Je suis Julien Delpech, je suis le fondateur et le directeur général d'InVivox et je vous remercie de votre participation à cette nouvelle session. Nous avons aujourd'hui le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir le docteur Laure Abensurr-Villaume, qui est docteur en médecine, chercheuse en innovation dans l'éducation et dans toutes les technologies de la santé. Laure sera accompagnée de Morgane Soulier, qui est la CEO et la fondatrice de Feel It et Now Futures, toutes deux des grandes spécialistes du sujet qui nous intéresse tous aujourd'hui, le métaverse. Pour la petite histoire, Morgane propose également une newsletter tous les matins à 8 heures qui vous donne la bonne dose de santé. Moi, j'y suis abonné et je commence ma journée avec cette newsletter qui me permet de ne rien rater de ce qui s'est passé la veille en santé. Je vous la conseille vivement. Merci infiniment à toutes les deux de votre participation. On se donne 1 ou 2 minutes avant de se lancer. Ça va permettre aux derniers arrivants de nous rejoindre. Vous êtes extrêmement nombreux à avoir répondu à notre invitation sur ce sujet, qui est un sujet, je pense, qui est un sujet à la fois d'actualité et qui démange un petit peu tous et toutes. On se pose tous de grandes questions sur le métaverse, sur les opportunités du métaverse, sur également la réalité et sur est-ce qu'il s'agit d'une grande illusion, d'un délire des GAFAM, est-ce qu'on va s'y retrouver pour les plus vieux d'entre nous, on avait tous goûté au métaverse à l'époque de Second Life. Si vous vous souvenez, c'était il y a déjà au moins 10 ans. On pouvait déjà aller acheter des polos Lacoste et encore autre chose sur ce qui était l'ancêtre du métaverse. On a aujourd'hui l'extrême chance d'avoir nos deux conférencières justement pour nous guider sur la réalité du métaverse et pour en savoir plus. Quelques mots sur InVivox avant de nous lancer. Donc InVivox, on est une plateforme qui héberge et qui valorise des offres de formation, tout type d'offres de formation. Donc ça peut être des formations online, on-site, mais aussi des formations à la demande, des modules de e-learning qui sont de plus en plus prisés et demandés par les professionnels de santé. Pour faire court, on est le booking.com de la formation médicale. On agrège un maximum des milliers d'offres de formation pour faciliter les professionnels de santé qui sont à la recherche d'une formation continue, voire d'une formation permanente, puisque, comme vous le savez tous, on est rentré dans l'ère de la formation permanente. Donc, InVivox, je viens de vous le dire en 4 points, on centralise des offres de formation, on assure leur promotion vers des communautés extrêmement ciblées de professionnels de santé. On est capable également de créer du contenu de formation, des modules de e-learning, des cas cliniques interactifs, du micro-learning, du snacking, tout ce qui fait le sel de la formation en ce moment. Et également, on permet à tous nos clients de récupérer les données des personnes qui s'enregistrent aux formations. InVivox, c'est donc en fait, d'un côté, c'est une plateforme et de l'autre côté, c'est un logiciel qui permet à tous nos partenaires, les hôpitaux, les centres de formation, les sociétés savantes, les industriels du DM ou les labos pharma, d'administrer intégralement leur programme de formation, de créer des formations, de les mettre en ligne et aussi de suivre les inscrits aux formations. Pour la petite histoire, je ne vais pas vous faire tous les chiffres, mais sur le mois dernier, on a eu plus de 15 000 inscrits aux différents contenus de formation, 120 000 sur l'année dernière. Et j'en profite également, avant de nous lancer, pour vous annoncer les 2 prochaines sessions de l'Académie InVivox. La semaine prochaine, on aura le plaisir extrême de recevoir la directrice générale du groupe B. Braun France. On aura également la directrice des affaires publiques du laboratoire Sanofi, qui seront accompagnés de Roland Lescure, qui est député des Français à l'étranger, mais également qui est le président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Et ils viendront nous parler d'un sujet qui est absolument passionnant, tout aussi passionnant que le métaverse, mais très différent. On va parler d'autonomie sanitaire européenne.
Et le titre qu'on a choisi, volontairement provoquant, c'est « Fantasme ou réalité ». On pourrait peut-être poser la même question à Laure et à Morgane, hein, le métaverse, fantasme ou réalité. En tout cas, ça sera le jeudi 9 juin prochain. Si vous voulez tout savoir sur l'autonomie sanitaire européenne qui est en train de se mettre en place ou pas, je vous invite à vous connecter pour cette session passionnante qui sera suivie le jeudi 16 juin. Je prendrai la parole tout seul. On va parler d'événements hybrides. Les webinaires sont-ils morts? Alors, divulgateur, non. Hein, hier, on a organisé un webinaire. On avait 2400 inscrits sur ce webinaire. Donc, les webinaires ne sont pas morts, mais le présentiel revient. Donc, on parlera d'hybride. Écoutez, j'ai assez parlé. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes avec Laure et avec Morgane Soulier pour parler du métaverse. Et pour lancer la session, je vous propose, comme d'habitude, de commencer par un petit sondage à propos du métaverse. Merci Sandrine de lancer le sondage. Ce sondage, alors, pour démarrer, le métaverse, selon vous, c'est petit 1, l'avenir, un délire des GAFAM, une réalité à prendre en compte, ou bien du grand n'importe quoi. Hein, vous savez comment faire, vous votez directement en ligne. Je vous laisse une vingtaine de secondes pour pouvoir voter. Il y a clairement une tendance qui se dégage. C'est assez marquant, effectivement. Alors attention, 5, 4, 3, 2, 1. On clôture et on publie les résultats pour tout le monde. Je vous laisse Laure et Morgane commenter et puis ensuite dérouler sur le métaverse. Merci encore infiniment à tous les participants. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, Julien, pour cette invitation. Et je suis, à titre personnel, vraiment ravie d'intervenir à côté de Laure. Et en tout cas, merci à tous les inscrits. Très, très brièvement, Laure va se présenter. Elle est médecin et moi, je ne suis pas du tout professionnelle de santé, mais je suis très proactive dans le domaine de la santé numérique. J'ai lancé une boîte dans le domaine de la santé numérique et je suis une passionnée de numérique et passionnée de comprendre comment est-ce que les nouvelles technologies peuvent venir améliorer nos qualités de vie à nous tous en tant que citoyens, en tant que patients, parce qu'on est tous patients potentiellement. Et donc, vraiment, merci infiniment pour cette invitation et pour nous permettre aujourd'hui de venir un petit peu démystifier ce qu'est les métaverses. On va rentrer dans le détail, mais quand vous parlez d'une réalité à prendre en compte et quand tout à l'heure, Julien, tu évoquais le nom de ton prochain webinaire, moi, c'est vrai que souvent, je fais l'analogie métaverse. Peut-on parler de paradis virtuel ou de réel enfer? Et donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et je laisse la parole à Laure avant de lancer la suite de la présentation. Merci Morgane. Moi aussi, merci Julien, merci Invivox pour cette invitation pour parler de ce sujet passionnant auprès de Morgane, avec qui j'avais eu pas mal d'échanges auparavant. Et puis là, c'est vrai que de co-construire un petit peu cette conférence, ça m'a beaucoup plu et je suis ravie. Donc moi, je suis praticien hospitalier sur le CHR Metz-Thionville à l'Est. Et j'ai une double casquette de clinicien avec des gardes aux urgences, je sais qu'elles sont assez chargées à l'heure actuelle, et de chercheur, avec notamment des thématiques de recherche sur tout ce qui est innovation appliquée à la santé et à l'éducation. Et en parallèle, je suis présidente de la Société francophone de pédagogie innovante en santé, qui est une toute jeune association qui souhaite une société savante dans le monde de l'éducation innovante au sujet de la santé. Donc, on traite de l'interprofessionnalité et des sujets innovants, donc pourquoi pas bientôt le métaverse. Super. Alors, je propose qu'on lance la présentation. Ce qu'on a voulu avec Laure en préparant ce webinaire, c'est, vous allez voir, on a une présentation qui est assez succincte, sur laquelle on va d'abord faire un petit peu de pédagogie sur ce qu'est le métaverse, parce que c'est un mot qui est assez galvaudé, dont on a beaucoup entendu parler, notamment... Alors, je vais partager mon écran. Sauf que je ne peux pas partager mon écran. Alors, on va... Non, là, ça partage un tableau blanc. Peut-être, Julien, que tu dois me redonner la main sur le partage de l'écran. Ah, ça y est, hop. Est-ce que vous voyez tous mon écran avec la présentation ?
parfaitement. Merci Morgane. Génial, et ben c'est super. Donc oui, en fait, avec Laure, ce qu'on a voulu, c'est déjà vous faire une présentation très participative et collaborative. Comme on disait tout à l'heure, moi j'ai vraiment ma vision entrepreneuse dans le domaine de la santé, patiente expert également, citoyenne. Laure a cette vision vraiment médicale, études cliniques. Donc on va essayer d'aborder le sujet avec un grand angle. N'hésitez pas à poser des questions. Vous verrez que on a décidé d'aborder une fois de plus avec un angle très pédagogique, puis ensuite d'aller dans le détail de l'impact sur le secteur de la santé. Mais on aimerait laisser une part assez large aux questions-réponses parce que c'est vrai que c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, qui suscite beaucoup de controverses, beaucoup de questions. Donc, on vous propose d'aller brièvement dans le sujet, mais surtout de laisser la part aux questions. Ce qu'on voulait juste dire en préambule, c'est qu'on est très nombreux à avoir entendu parler de métaverse assez récemment, finalement. Il y a quoi? Un peu plus de 6 mois, quand Mark Zuckerberg a décidé de rebrander Facebook en Meta. Mais finalement, alors on s'insurge, on trouve que certains d'entre nous trouvent que c'est une hérésie, certains d'entre nous trouvent que c'est vraiment aller beaucoup trop loin dans des possibilités qui déshumanisent. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, l'industrie culturelle nous a préparés à ces mondes-là depuis des années et des années. Si vous regardez en haut à gauche, Retour vers le futur qui date de 1985, et puis là, tout un tas d'autres inspirations, d'autres sources d'inspiration, qu'elles soient cinématographiques, audiovisuelles ou de livres, The Matrix, Minority Report, des jeux vidéo comme The Fortnite, et tout en bas à gauche aussi, c'est une série télévisée qui s'appelle Upland, que vous pouvez retrouver sur Amazon, qui est la mort version Web3. Donc voilà, on est tous préparés depuis très longtemps à des expériences de réalité virtuelle qui sont un petit peu le prolongement de nous-mêmes. Laure, ça rejoint oui, ce que disait Julien. Est-ce que le métaverse, on est entre le fantasme et la réalité? Finalement, le fantasme, il est là depuis très longtemps. Et l'homme, il fantasme au métaverse depuis des années. Et l'industrie, loisirs, culture, etc., en fait bien état. Et aujourd'hui, la technologie, elle a fait assez de progrès pour que on s'approche finalement d'une réalité beaucoup plus palpable. Exactement. Tout à l'heure, Julien parlait de Second Life. Second Life, ça date de 2003. Et on pourrait se dire, mais en fait, Second Life, ça a été un échec. Pourquoi est-ce qu'on nous le remet au goût du jour? Et en fait, ce que vient de dire Laure est très important, c'est que Second Life n'a absolument pas été un échec, puisque Julien dit lui-même, j'achetais des Lacoste dans Second Life. L'élection présidentielle de 2007 s'est passée majoritairement dans Second Life. En tout cas, il y a eu un il y a eu beaucoup d'activités lors des élections présidentielles de 2016 dans Second Life, sauf que les technologies n'étaient pas encore à une maturité suffisante pour permettre ce que va permettre le métaverse aujourd'hui. Et un point qu'on voulait vraiment aborder, dont j'ai parlé tout à l'heure en préambule, c'est que ce serait faux de faire un amalgame de métaverse égale Facebook. C'est pas parce que Facebook a mis vraiment aux yeux du grand public le fait que le métaverse allait arriver qu'il faut faire l'amalgame de Facebook égale métaverse. Il y a tout un tas d'autres acteurs que vous voyez là, c'est vraiment une toute petite partie infime des acteurs qui sont en train de créer le métaverse. Le métaverse, qui est un mot très galvaudé qu'on va essayer de définir tout à l'heure, hein, mais effectivement, il y a beaucoup d'acteurs et Facebook n'est pas l'unique et seul acteur proactif sur ce sujet-là. Oui, et puis finalement, on se rend compte, quand on prend juste les exemples qui sont dans cette présentation, on voit Fortnite, on pourrait penser à World of Warcraft aussi pour d'autres geeks. C'est tout déjà des univers dans lesquels il y a eu des rencontres, tout d'abord virtuelles puis réelles, et finalement, on cherchait déjà à tendre vers tout ça. Exactement. Donc, on ne va pas rentrer là dans le détail de tous les secteurs d'activité finalement qui ont déjà une fois de plus, qui proposent déjà des expériences dans des jeux comme tu disais tout à l'heure, Laure, Fortnite, il y a Roblox, il y a tout un tas de plateformes finalement dans lesquelles on peut avoir déjà des activités dans le métaverse, The Sandbox. Et en fait, l'intégralité des secteurs d'activité sont concernés, que ce soit l'éducation, dont on va parler, parce que l'éducation et formation en santé, c'est quelque chose d'assez lié, mais la grande distribution, l'industrie du luxe,
tous les secteurs d'activité sont concernés et donc c'est assez intéressant d'en avoir conscience. Et du coup, pour vous illustrer cela, on a préparé un petit film qui va vous montrer un panel finalement d'activités qu'on peut avoir dans le métaverse. On est parti. Hop. Alors, je sais pas, moi, je n'ai pas la vidéo qui défile à Morgane. Ouais, nous non plus. Ah. Morgane, la vidéo ne déroule pas. Je ne crois pas qu'elle nous entende. J'ai l'impression que elle, la vidéo déroule chez elle, en fait. Est-ce que, Laure, tu peux nous décrire la vidéo? Non, je l'ai vue très rapidement, il y a 15 jours, cette vidéo. Globalement, on voit un petit peu, c'est très visuel parce que c'est un petit peu ce qu'on pourrait faire dans le métaverse, donc c'est un peu une projection. Je pense que ce serait important de pouvoir la voir. Je ne sais pas si je peux peut-être mettre je vais mettre un message à Morgane. Oui, moi aussi, oui. Ah. On ne voyait pas la vidéo, Morgane. Ah, zut! Du coup, j'ai essayé de la commenter, mais ce n'était pas très... Alors, on va réessayer différemment. Alors, on va réessayer différemment parce que je trouve que c'est dommage que vous ne la voyez pas. Est-ce que là, vous la voyez? Oui, là, c'est bon, vas-y. Là, c'est bon. Ah, ben, je vais la relancer alors. Voilà. Alors, est-ce que là, vous voyez la présentation à nouveau? Non, il faut que tu la repartages, je pense. Alors, hop. Voilà, là, vous êtes à nouveau sur la présentation? Oui. Ouais, super. Du coup, ce que vous avez pu voir effectivement, c'est que le métaverse, comme on disait tout à l'heure, ça a un impact sur l'intégralité des secteurs d'activité, à la fois pour des expériences ludiques, mais aussi pour des expériences professionnelles. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Avec Laure, on voulait juste vous faire un tout petit point parce qu'on entend beaucoup parler de Web3. Et donc, je pense que c'est assez important pour comprendre ce qu'est le métaverse, de comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de Web3 aussi. On dit qu'il y a eu à peu près 3 ères dans le domaine de l'Internet. Le Web 1, c'est vraiment le début d'Internet. C'est les moteurs de recherche, c'est l'email. On ne peut pas interagir, on ne peut pas commenter. C'est vraiment du contenu qui est pur et qui est publié dans des moteurs de recherche et des emails qu'on peut recevoir. Le Web 2, donc ça, c'était plutôt années 90. Le Web 2, c'est les années 2000. C'est l'essor des réseaux sociaux. C'est l'essor de la possibilité de créer du contenu et de le publier soi-même sur Internet. Donc, c'est les forums, c'est tout un tas d'outils comme ça qui ont fait que finalement, on a pu avoir des interactions, créer du contenu, monétiser du contenu. Donc, ça, c'est les années 2000. Et puis, il y a les années 2020 qui arrivent avec le Web3, le métaverse, la blockchain, la crypto, les NFT. On ne va pas du tout rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'était vraiment important, je pense, de pouvoir séquencer un petit peu comment est-ce que finalement nos usages sur Internet évoluent au fil des évolutions technologiques. Laure, je te laisse peut-être prendre la parole sur cette définition du métaverse avec un gros point d'interrogation parce que c'est très difficile finalement
de donner une définition de quelque chose qui est naissant. C'est comme si on essayait de définir l'Internet au début des années 90, mais on a tenté de donner une définition du métaverse aujourd'hui. Effectivement, c'est la définition que tu avais proposée avec laquelle j'étais assez d'accord. Donc, c'est un ensemble de mondes virtuels. Et dans ces mondes virtuels, on peut façonner des avatars à notre goût. L'avatar, finalement, c'est ce qui va nous représenter. C'est l'image qu'on veut donner de soi sur cette plateforme. Et il va nous permettre cet avatar, de nous déplacer, nous habiller, danser, participer. Alors là, Morgane mettait l'exemple d'un concert avec plusieurs millions de personnes. On pourrait également acheter des t-shirts Lacoste. On va revenir, on n'a aucune action chez Lacoste, mais on reprend simplement le niveau de Julien. Mais également interagir socialement, professionnellement. Et on est là dans un monde qui est indépendant d'un point de vue économique, et c'est un monde fictif dans lequel on va avoir de l'interaction avec le monde réel et tout va un petit peu se confondre. Ça permettrait de vivre des émotions, des expériences, y compris sensorielles. Et finalement, moi, j'ai ma pensée que le métaverse, c'est un peu une plateforme, une grande plateforme sur laquelle l'imagination et les applications seraient presque sans limite. Et c'est très intéressant ce que tu dis, surtout, on fait beaucoup opposition aujourd'hui dans les personnes qui sont les plus sceptiques concernant le métaverse. Il y a une vraie opposition qui semble émerger, qui est une opposition entre le monde réel et le monde virtuel. Et en fait, je pense que c'est assez faussé et que c'est assez dangereux de faire cette opposition-là, parce que finalement, ce qu'on vit dans ces mondes entre guillemets virtuels, ou en tout cas dans ces mondes qui permettent d'avoir des expériences à base de réalité virtuelle ou sur des plateformes, comme tu l'as dit à juste titre, virtuelles, finalement, c'est nous, en tant qu'êtres humains, qui les vivons. Donc, on vit des émotions, on vit quelque chose, on vit une expérience. Et donc, c'est vraiment, à mon sens, assez dangereux et assez faux de faire cette opposition monde virtuel, monde réel, puisque de toute façon, on vit de façon réelle des expériences effectivement, sur des plateformes, effectivement, qui sont digitales. Il y avait une remarque simplement, Morgane, dans la discussion de quelqu'un qui disait que dans la définition, on devrait parler de métaverse, des métaverses et non pas du métaverse. Je pense que simplement on parle du métaverse parce que là, on définit ce que c'est, le concept. Oui. Donc, potentiellement, si on parle de plateforme, il y en a plusieurs, il n'y en a pas une seule. Absolument, il y a un débat, mais c'est comme on ne parle pas des internets, on parle d'internet de façon générale. Et donc là, on parle de métaverse de façon générale avec, à juste titre, plusieurs plateformes, plusieurs types d'expériences possibles de différentes façons. Mais Internet, via Internet, on peut faire beaucoup de choses sur plein d'activités différentes. Et le métaverse, c'est un petit peu la même chose à mon sens. On ne va pas rentrer dans le détail des chiffres du marché, en fait. En plus, je préfère laisser un temps à la fois dans le domaine de la santé et à la fois à nos échanges. Mais là, vous voyez que c'est un marché qui est en train d'exploser et qui, avec des projections à plusieurs milliers de milliards de dollars à horizon 2030. On vous enverra la présentation. Laure, je te laisse prendre la parole du coup sur le secteur de la santé qui finalement est un des premiers bénéficiaires des évolutions technologiques. C'est ça, un des premiers bénéficiaires parce que ça fait longtemps qu'on essaie de trouver des moyens de faire de l'éducation innovante. J'en parlais, c'est un petit peu mon dada, parce qu'on se rend compte que les étudiants, ils s'ennuient rapidement et puis surtout, les étudiants, ils grandissent avec leur technologie. Et aujourd'hui, on a des générations qui vont avoir besoin de choses nouvelles pour pouvoir mieux apprendre. Et finalement, on avait un petit peu des choses. Et tout ça, ça a été propulsé par la crise sanitaire qui n'a pas fait que des dégâts, et notamment dans le champ de l'éducation, parce que notamment en santé, on s'est rendu compte que, par exemple, avec du Covid, on ne pouvait plus apprendre de l'anatomie en découpant des cadavres. Non, c'est plus possible. Parce que les cadavres, ils sont contaminés. Donc, on ne peut plus apprendre l'anatomie aux étudiants en médecine de cette façon. Donc, on a dû finalement sortir du placard tout ce qui était un petit peu prématuré et en faire quelque chose. Et c'est là qu'on a vu sur ces 2 dernières années une explosion de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle dans le monde d'éducation en santé. Et également, on a vu les limites de ce qu'on avait à l'heure actuelle, notamment de la visio, parce que le cours en visio, il n'est pas assez interactif. Du coup, on a des baisses de motivation. On sait aujourd'hui que tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, environnement interactif, et y compris des environnements qui ont pu être testés comme dans Second Life, où il y a eu des tests au niveau de l'éducation en santé, et on sait que tout ça, ça va augmenter la motivation et que la motivation, c'est un des déterminants majeurs de l'apprentissage. Donc, on peut avoir vraiment des choses réussies dans le domaine de la santé,
C'est un exemple parce qu'il y a d'autres exemples qu'on pourrait appliquer dans d'autres domaines éducatifs. En tout cas, là, on parle de la santé et on a un champ applicatif qui est énorme. Oui, et puis surtout, c'est pas quelque chose de futuriste, c'est quelque chose qui existe déjà avec des cas d'école qui ont été déjà, qui sont déjà, enfin, qui sont déjà en place dans certaines universités, majoritairement dans des pays anglo-saxons, hein. Malheureusement, c'est vrai que voilà, en France, c'est pas encore extrêmement abouti ou en tout cas extrêmement proposé, mais ça va le devenir parce que en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie du programme présidentiel, c'est une évidence. Et donc, effectivement, c'est ce que tu dis à juste titre, c'est que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et notamment aussi les jumeaux numériques dont on pourra parler plus tard éventuellement, c'est des choses qui viennent améliorer, bien sûr, énormément la capacité d'apprentissage des étudiants. Si maintenant on parle du côté patient, alors il y a plusieurs catégories de patients. Il y a les patients qui ont des maladies somatiques, hein, des maladies somatiques qu'on va pouvoir soigner via des outils de réalité virtuelle notamment et via de la télémédecine, via des téléconsultations et bien sûr que le médecin ne sera jamais remplacé, hein, par des outils de réalité virtuelle. Et puis aussi là, on voit des thérapies virtuelles qui sont innovantes. Là, on a un exemple extrêmement concret qui s'est déroulé il y a 2 mois à peu près via l'association des narcotiques anonymes, donc des personnes qui souffrent d'addiction et qui se sont retrouvées dans un métaverse il y a à peu près 2 mois, une dizaine de personnes, groupe, thérapie de groupe dans le métaverse. On les a équipés de casques de réalité virtuelle, ils étaient chez eux. Et là, c'est en fait ce que vous voyez là. Il y a une vidéo aussi que je ne vais pas vous passer, mais que je pourrais vous transmettre. Le lien. C'est le Média Brut qui a été invité à participer à cet échange finalement d'1 heure entre une fois de plus des patients qui souffrent d'addiction. Et le bénéfice pour ces patients, c'est qu'en fait, ils ont échangé sous forme d'avatar, ce qui a fait tomber les barrières, ce qui fait tomber les barrières de la honte, des tabous. Typiquement, aujourd'hui, si vous êtes un grand chef d'entreprise et que vous souffrez d'une quelconque addiction, que vous êtes alcoolique, que vous avez besoin d'une thérapie de groupe, c'est quand même beaucoup plus difficile de vous rendre aux alcooliques anonymes si vous êtes quelqu'un de connu, que de le faire via un avatar, ou même si vous avez des phobies, voilà, si vous êtes agoraphobe, enfin tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, ça peut être très difficile quand on a des problématiques de santé mentale, de pouvoir se faire soigner en groupe, ou même pas en groupe, même de se rendre chez son psychiatre. Et donc, finalement, on se rend compte que via les outils de réalité virtuelle, ça facilite énormément la démarche et les témoignages de patients étaient extrêmement positifs. Et puis, on se rend compte finalement que tout cet univers un petit peu immersif, il va pouvoir bénéficier à la fois, comme on disait, aux futurs professionnels avec l'aspect éducatif, et y compris avec de l'introduction d'intelligence artificielle, hein, qui aidera à personnaliser les programmes pour vraiment répondre à des objectifs personnels. Et puis, ça va bénéficier côté patient et professionnel en exercice parce qu'on a de façon prégnante des développements d'hôpitaux virtuels qui vont répondre à l'avènement de la téléconsultation. Elle aussi, elle a été propulsée par la crise Covid, que finalement, on va pouvoir presque avoir le patient en face de soi de façon tangible et réaliser plusieurs examens, en tout cas à distance. Et ces hôpitaux virtuels, ils pourront répondre sans doute en partie au déficit de médecine dans les campagnes, notamment de médecine spécialisée, où vraiment il y a des accès qui sont très, très complexes. Et il y a des projets comme ça qui émergent à plusieurs endroits en France, notamment en région parisienne. Il y a un projet d'hôpital virtuel qui est en train de sortir de terre, et puis un autre endroit également, Charente, je crois. Absolument. Alors là, vous voyez une capture d'écran d'une initiative qui s'appelle Simango, qui, pour le coup, s'adresse à la formation pour les professionnels de santé. Ils sont en train de développer un hôpital virtuel, mais qui est uniquement dédié à la formation des professionnels de santé. Donc, en fait, ce n'est pas destiné aux patients. Mais comme tu dis à juste titre, Laure, il y a aussi des initiatives d'hôpitaux virtuels qui vont permettre notamment de lutter contre les déserts médicaux, de consulter des spécialistes presque, et en fait, si on voit à grande échelle, hein, si on ne voit pas que sur notre territoire, que sur notre territoire national, moi, par exemple, j'ai un rêve qui est que si on souffre d'une pathologie, d'une maladie chronique pour laquelle finalement c'est très difficile d'obtenir des réponses
via nos spécialistes en France ou en local, ou si les délais de rendez-vous sont très longs, eh bien, pourquoi est-ce que demain, via des mécanismes d'hôpitaux virtuels, via le métaverse, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas consulter un médecin dans un autre pays qui aurait soit des délais plus courts, soit qui aurait des possibilités de soigner qui sont innovantes ou différentes. Donc ça, c'est un premier point. Spécifiques. Des compétences spécifiques aussi, Morgane, sur les praticiens aussi. Exactement, ouais. Et juste tout à l'heure sur les thérapies innovantes virtuelles, on a oublié de parler d'un point dont on a entendu parler ce matin et dont on a parlé quand on a préparé cette conférence. On pense que la réalité virtuelle est aujourd'hui quelque chose qui va surtout s'adresser aux jeunes. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de naître pour justement, au contraire, prévenir le déclin cognitif des personnes âgées. Il y a une initiative qui est lancée dans un hôpital à côté de Nantes et qui permet, via la réalité virtuelle, donc d'équiper des personnes âgées dans des EHPAD de casques de réalité virtuelle et qui les embarque visiter le Mont-Saint-Michel, visiter la Grèce, faire du saut en parachute, tout un tas d'expériences comme ça qui sont assez chouettes et qui, en tout cas, via des études cliniques, ça a démontré que finalement, ça peut permettre de prévenir ou en tout cas de ralentir le déclin cognitif de ces personnes-là. Donc voilà, la réalité virtuelle peut s'adresser finalement, peut avoir un impact et peut avoir, il y a tout un tas d'expériences et tout un tas d'usages qu'on peut imaginer de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, du métaverse pour un bénéfice qui est évident à la fois pour les professionnels de santé et à la fois pour les patients. Laure, je crois que tu avais une étude dont tu voulais parler qui était que via l'avatar, finalement, c'est aussi un outil très utile pour la communication non verbale. Dans le cadre de communication. Il y a un papier qu'on pourrait retrouver sur PubMed et puis que je pourrais vous transférer si besoin, qui montrait bien la valeur au niveau communication non verbale des avatars, qui a été un petit peu étudié sur justement des groupes. Ils avaient fait ça sur de l'éducation au lycée en mémoire, dans un univers virtuel, et de comment, avec l'avatar, il y avait une communication qui pouvait vraiment s'installer. Donc voilà, l'avatar, il n'est pas anodin, on en avait parlé un petit peu avant, et notamment sur l'expérience que tu donnais sur le côté groupe de parole, etc. Je pense que voilà, il y a beaucoup de choses à réfléchir dans ce domaine. En tout cas, il y a des champs de recherche qui sont très, très importants. Alors pour terminer, parce que du coup, on a essayé de faire court pour pouvoir laisser la part belle aux questions-réponses, on se pose quand même une question qui est, c'est une transition digitale, c'est une évidence, mais finalement, elle a de nombreux challenges. On sait tous qu'on entend beaucoup, beaucoup parler de métaverse ces temps-ci. Le métaverse, ce n'est pas encore accessible à tous. Il y a beaucoup d'évolutions technologiques qui nécessitent encore il y a encore beaucoup de nécessité d'évolution technologique. Et Mark Zuckerberg lui-même le dit. Pour le coup, tout à l'heure, on disait que le métaverse n'est pas que Facebook, mais il a quand même un avis sur le sujet et je pense qu'il a quand même un avis assez tranché et plusieurs informations en tête. Avant de pouvoir développer un métaverse qui soit vraiment accessible à tous, il va y avoir une énorme perte d'argent, une énorme dépense d'argent de la part des acteurs qui vont le mettre en place. Et il faut estimer que ce ne sera pas avant la fin de la décennie qu'on va pouvoir avoir une expérience optimale. Mais tout de même, avant la fin de la décennie, il y a quand même des expériences qui sont là et on vient de le voir. Notamment, donc, il y a des équipements qui sont nécessaires pour des expériences optimales. Et je ne sais pas la part d'entre vous qui avez déjà testé des expériences via les casques Oculus. Aujourd'hui, c'est des lunettes qui sont lourdes, qui sont chères, qui sont peu accessibles et qui sont vraiment pas très agréables à porter. Au bout d'une demi-heure, vous avez le tournis et puis vous avez une grosse trace sur le front qui fait que c'est pas super, super agréable. Mais on sait que ce soit Facebook, que ce soit Apple, que ce soit d'autres équipementiers travaillent au lancement de nouveaux casques et de nouvelles lunettes qui soient accessibles partout. Facebook a lancé des stores le mois dernier, notamment. C'est une grande première parce qu'aujourd'hui, Facebook est accessible via des stores réels. Et on sait que Facebook a déjà annoncé des lunettes à horizon 2024, puis 2026, puis 2028, sachant que celles de 2024 ne seront toujours pas encore optimales. On sait aussi qu'il y a une nécessité de connexion au débit et de qualité. Donc, l'enjeu de diffusion des réseaux 5G sera énorme
Et malheureusement, à court terme, les zones blanches resteront isolées de ces nouveaux usages. Donc, il va falloir réussir à trouver un palliatif à tout ça. Un besoin de régulation qui est évident avec un enjeu de sécurisation des données, mais on sait que les autorités au niveau mondial travaillent à ces régulations-là. Finalement, quand les réseaux sociaux sont sortis, quand les réseaux sociaux ont été lancés, il y avait un vrai vide juridique. Et le fait que les autorités de régulation aient commencé à travailler sur la régulation des réseaux sociaux, c'est un premier pas, c'est un premier pied finalement dans l'ouverture d'une régulation pour le métaverse également. Et on sait que là, le mois dernier, pareil, les autorités européennes ont voté un projet de loi, notamment sur la sécurisation des données, sur tous ces enjeux finalement de protection du consommateur. Un impact psychologique qui est non négligeable, avec un sujet évident de quête identitaire. Peut-être que Laure, tu pourras en reparler. Et puis, je termine juste, et après, comme ça, je te laisse la parole sur la nécessité voilà, sur tous ces sujets un petit peu médicaux. Le parcours utilisateur qui a simplifié. Aujourd'hui, c'est très difficile, c'est très compliqué, et c'est pas accessible à tous, notamment si on doit accéder à certains usages, à certaines expériences via des crypto-monnaies. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un parcours utilisateur qui a simplifié. Voilà, je te laisse la parole sur le reste, Laure. Oui, simplement pour conclure que tout ce qui est nouveau et particulièrement dans le domaine de la santé, ça fait peur. On peut prendre juste l'exemple d'un nouveau vaccin contre un certain virus qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça fait peur. On a peur et on est sceptique, et surtout en France. Alors, il faut se dire aussi que côté médical, on est sceptique aussi, et que tout ça n'est pas forcément vu d'un bon œil, surtout par, on va dire, des professeurs ou des encadrants qui sont un petit peu plus anciens en termes de génération. Et voilà, ça fait peur. Alors, on sait aujourd'hui que tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, serious game, etc., tout à peu près a été évalué dans presque tous les domaines dans l'éducation de la santé, ou même dans des champs thérapeutiques. On a des casques de réalité virtuelle pour lutter contre la douleur, pour faire de la chirurgie, pour faire de l'auto-hypnose. On a tout un tas d'initiatives comme ça qui sont évaluées, où on a aussi bien, voire mieux que l'éducation traditionnelle, ou en tout cas, on a une augmentation de la motivation, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on est dans une expérience ludique, immersive. On sait aujourd'hui que dans tous ces champs-là, la multiplicité de possibilités va permettre une meilleure adhésion, c'est-à-dire que si j'ai le choix entre plusieurs types d'enseignements ou plusieurs types de façons de me faire soigner, on adhérera beaucoup mieux à tout cela. Et en tout cas, vu qu'on va passer un cran au-dessus avec le métaverse, qu'on va utiliser finalement toutes ces technologies qui étaient déjà là, mais on va pouvoir enfin les mettre en commun, tout ça, ça va devoir refaire tout un tas d'études cliniques pour valider scientifiquement tout ça, pour rassurer à la fois les médecins, les encadrants, les étudiants, et puis également les patients, parce que c'est très, très important. C'est presque comme un médicament. Absolument. Voilà pour la présentation. Je vais arrêter de partager mon écran pour pouvoir échanger avec vous tous. Laure, est-ce que tout est bon? Alors, merci infiniment à toutes les deux. Merci de vos présentations, merci de toutes ces informations. Je rappelle à tous les participants que vous pouvez poser des questions à Laure et à Morgane. Je vais venir piocher des questions, alors soit dans l'icône Q&A, soit directement dans la discussion. Et en attendant, avant les questions, on va vous proposer un dernier sondage qui va faire écho au premier. Merci Sandrine de lancer le sondage. Voilà, donc une question simple. Alors, est-ce que vous êtes convaincu par les opportunités du métaverse en santé? 3 possibilités. Oui, convaincu, mais vous avez besoin d'en savoir plus. Il va falloir faire une deuxième session, Julien, je crois. Oui, volontiers. Volontiers. Sceptique, toujours sceptique, ou alors vous n'êtes pas du tout convaincu par le métaverse. Hop, on se laisse encore une dizaine de secondes pour répondre à ce sondage. On laissera Morgane et Laure commenter les résultats. Et je vous rappelle, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Je vais venir les piocher et les poser directement à Laure ou Morgane en fonction des questions. Allez, je clôture le sondage. Merci Sandrine. Et on partage les résultats. Exactement ce que je disais, il va falloir qu'on revienne. Mais vous êtes les bienvenus, vous êtes bien entendu les bienvenus. Et je pense que c'est justement tout l'intérêt de ces sessions, c'est sur une session courte, de pouvoir en refaire une autre. Il faut l'après. Alors, ce que je vous propose,
c'est d'aller piocher dans les questions. Alors, on a une première question, Morgane, qui va être très simple pour lancer la salve. Comment accéder à ta newsletter? Alors, pour accéder à ma newsletter, vous allez sur la page LinkedIn de Phil Health. Je vais vous le mettre, ça s'écrit comme ça. Et vous verrez que tous les jours, je donne le résumé de la news du jour. Vous cliquez sur le lien et puis du coup, vous pourrez vous inscrire, ou même sur la page LinkedIn, sur la page d'accueil de la page LinkedIn Phil Health, vous pourrez accéder et vous abonner à la newsletter. Et effectivement, tous les matins, vous recevez un condensé de l'actualité santé avec 3 articles ou 3 informations vraiment très fraîches sur le secteur de la santé, une étude clinique, le partage d'une initiative d'e-santé et quelques offres d'emploi dans le secteur de la santé. Bon, merci Morgane, on est 83 000 à te suivre. 94 000. 94 000, c'est fou. Alors, je prends une question de Sophie. La question est la suivante. En quoi le métaverse est-il différent de la téléconsultation, hormis l'anonymat ou le déploiement géographique, mais qui ne semble pas si complexe à mettre en place? Alors, la téléconsultation, en fait, le métaverse, effectivement, le métaverse, c'est un petit peu comme si on disait en quoi c'est différent de faire du shopping dans le métaverse que sur un site internet. La différence, c'est qu'en fait, on n'est plus derrière son écran, on est dans son écran déjà. Donc, il y a une interaction qui se fait en 3D et qui, du coup, permet une interaction qui est encore plus émotionnelle, ce qu'on disait tout à l'heure, mais encore plus réelle. Et la différence, effectivement, c'est qu'on est soit sous forme d'avatar, soit demain, en fait, nos avatars nous ressembleront vraiment énormément. Et la différence avec la téléconsultation, notamment, par exemple, si on parle de métaverse tout à l'heure, Laure expliquait les impacts et en tout cas l'intérêt dans le cadre de formation. C'est que là, il y a des jumeaux numériques. On a vraiment, par exemple, un corps qui est en 3D, il y a un gros travail qui est en train de faire sur la sensorialité, sur des choses comme ça. Donc, finalement, demain, la différence avec la téléconsultation, c'est qu'on est derrière un écran et là, ce sera comme si on pourra être dans le cabinet du médecin. Donc, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus chaleureux que d'être derrière un écran et de parler comme ça en voyant juste la tête de la personne. On est sur une expérience totalement immersive. Alors, sur les projets d'hôpitaux virtuels que j'ai pu lire, l'idée, c'est à la fois d'avoir une structure physique qui puisse faire l'interface avec le patient, avec des vrais soignants quand même qui vont être là pour accompagner les patients sur ces cabines de téléconsultation pour quand même pouvoir avoir des prises de paramètres, etc. Alors, à la manière des cabines de téléconsult qui peuvent exister à l'heure actuelle, mais attention, moi, personnellement, je ne suis pas très favorable quand c'est que la cabine de téléconsult où le patient se branche lui-même au truc. Il faut quand même un petit peu d'humanité dans l'histoire et avoir un soignant qui prend ses constantes. On va quand même être sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Aujourd'hui, on fait par exemple depuis la régulation Centre 15 des visios avec des patients en EHPAD. On fait de la visio sur de la téléexpertise, notamment sur les AVC également. Enfin, voilà. C'est des choses qu'on utilise déjà, sauf que là, on pourrait être beaucoup plus dans l'immersion. Et le 2D, ce n'est pas la 3D. Donc ça, il faut vraiment voir ça. Et surtout là, on est sur de l'interconnexion entre plusieurs choses. On n'est pas sur un usage, on n'est pas sur une technologie, on est sur une interconnexion de technologies. Merci à toutes les deux. Je prends une question sur le cadre légal du métaverse. Est-ce qu'il existe d'ores et déjà un cadre légal, une juridiction qui donne un cadre au métaverse? Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'au finalement, le métaverse va bénéficier énormément du cadre légal qui est en train d'être déployé, qui est en train d'être voté au niveau mondial, que ce soit la Cour suprême des États-Unis, que ce soit chez nous au niveau de la Cour européenne. Il y a vraiment des projets de loi, même des lois qui ont été votées le mois dernier dans ce qu'on appelle le Digital Marketing Act, le Digital Service Act, qui permettent vraiment de protéger la vie privée du consommateur, de permettre, ce serait trop long de rentrer dans le détail,
détails, en fait, hein, mais le métaverse est vraiment inclus dans ces sujets-là. On a beaucoup entendu parler, si on parle justement de régulation, de problématiques juridiques, la semaine dernière, mais même depuis plusieurs mois, on entend parler de harcèlement qui se serait produit dans le métaverse, mais ça, à mon sens, c'est des non-sujets, enfin, c'est des non-sujets. Les personnes qui disent qu'elles se sont fait harceler dans le métaverse, je veux bien les croire, mais c'est pas pire que se faire insulter sur les réseaux sociaux, à mon sens. Et du coup, pour se prémunir de ce genre de risque, il y a par exemple un métaverse qui appartient à Facebook qui s'appelle Facebook Horizon, Facebook Venues, où on peut assister à des concerts, on peut assister à des conférences, on peut parler entre soi. Donc, on a un casque de réalité virtuelle et puis on rencontre des gens. Moi, je l'ai fait, je trouve ça très rigolo. J'ai rencontré une personne qui habitait en Suisse, qui travaillait dans le domaine du métaverse d'ailleurs également, tout un tas de trucs. Donc, on peut échanger avec des gens. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'elle s'était faite agresser sexuellement dans ce cadre-là. C'est impossible. Sachez que c'est absolument impossible. Déjà, de toute façon, on reste chez soi, donc on ne peut pas se faire agresser. Et notamment, Facebook a mis en place un système de protection qui fait qu'on ne peut pas s'approcher à plus de 1 mètre des gens. Donc, en fait, il faut être extrêmement vigilant dans ce qu'on lit dans la presse et dans ce qui se passe en réel, en fait. Et se faire insulter via les réseaux sociaux, se faire insulter à l'école quand on était petit, se faire insulter, enfin voilà, c'est quelque chose qui a toujours existé, qui existera toujours, quoi qu'il en soit, et le métaverse n'y échappera pas, finalement. Mais c'est juste que c'est malheureusement humain, en fait. Merci, merci Morgane. Je prends une question de Vincent vous avez parlé justement des premiers hôpitaux virtuels dans le métaverse. Oui. Vincent vous demande, est-ce que vous pourriez détailler ce qui sera possible de faire dans les hôpitaux virtuels pour les patients? C'est un petit peu, je crois que j'ai un peu répondu à cette question tout à l'heure en reparlant des cabines de téléconsultation un petit peu augmentées et puis surtout de l'accès aux spécialistes. Hein, c'est un petit peu aussi ce que Morgane disait tout à l'heure, avec l'accès à des compétences qu'il n'y a pas sur place. Alors, si on se dit on est dans la campagne profonde, il n'y a pas de cardiologue, il n'y a pas de ophtalmo, il n'y a pas de tout ça. Et là, l'accès, déjà, il va être permis par la distance et puis l'accès à la compétence et dans cet univers immersif, déjà. Alors après, il va y avoir également tout ce qui est matérialisation un petit peu d'actes chirurgicaux pour expliquer aux gens, là c'est faire de la pédagogie avec les patients aussi, hein, de leur expliquer tout ce qui va pouvoir être fait, de modéliser un petit peu tout ça. On peut imaginer greffer également et dans tout ce qui est outils d'IA avec des choses qui sont encore un petit peu en balbutiement à l'heure actuelle, notamment les symptômes checkers qui vont préaffiner un petit peu les diagnostics proposés aux patients. Il y a encore pas mal d'évaluations scientifiques à faire dans ce champ, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Je ne sais pas, Morgane, si tu veux un petit peu compléter. Non, mais je pense qu'on a fait le tour, effectivement. Alors, une fois de plus, c'est quelque chose qui est vraiment en construction. Donc, on peut essayer de se projeter. Une fois de plus, effectivement, bon, on sait que dans les dépenses de santé actuelles, parce qu'il y a un vrai sujet d'un point de vue gouvernemental, national, Laure, Julien et moi, on participe comme ça à des groupes de réflexion sur la réduction des coûts de santé, sur tout un tas d'optimisation, en tout cas de choses comme ça. Et on sait que notamment, il y a beaucoup de consultations en cabinet, et donc de déplacement de patients en cabinet qui pourraient être évités, notamment les nouvelles technologies pourraient aider ça. Dans ces hôpitaux virtuels, effectivement, une fois de plus, ça ne viendra jamais remplacer un médecin, moi ça j'en suis absolument convaincue. Par contre, on pourrait vraiment imaginer des pré-consultations dans des métaverses qui pourraient après, du coup, renvoyer vers des spécialistes. Je pense, j'en suis absolument convaincue, que attention, je sais que je vais faire bondir certains médecins qui nous écoutent et qui sont très attachés à l'allopathie, ce qui est totalement normal, aux somatiques, mais je pense, on le voit dans des hôpitaux tels que Sainte-Anne, on voit dans beaucoup de centres publics, à la PHP, qu'il y a des médecines douces qui sont de plus en plus utilisées pour des patients qui souffrent de cancer, pour essayer de réduire le stress, pour essayer de réduire tout un tas de douleurs. La douleur peut être vraiment réduite, notamment via la réalité virtuelle, via la méditation, via des choses comme ça. On pourrait très bien imaginer que le métaverse pourrait servir à ça. Finalement, le patient est à la maison et on lui donne rendez-vous dans le métaverse pour un exercice de respiration, pour un exercice de méditation. Enfin, en fait, voilà, il faut vraiment, je pense,
la santé de demain, elle va venir permettre de rassembler tout un tas de services qu'on peut rendre aux patients et aux professionnels de santé et qui doivent être complémentaires. On compléterait aussi sur ce que j'ai pensé pendant que tu parlais, sur le suivi des maladies chroniques. Il y a beaucoup d'articles scientifiques qui concluent, par exemple, je prends les patients avec une maladie rénale chronique ou les patients avec une insuffisance cardiaque chronique, voire les deux, qui sont des patients très lourds et très compliqués. On conclut par, il faut de la surveillance day by day, c'est-à-dire il faut les surveiller comme du filet sur le feu, sauf que ils voient peut-être le médecin généraliste une fois par mois ou voire une fois tous les 3 mois, ce qui en fait est totalement insuffisant si vous vraiment on voudrait faire quelque chose de bien pour eux et prévenir la morbimortalité. Et il faudrait presque, pour ces patients-là, avoir une prise de kaliémie, voire de NT-proBNP au quotidien. Alors, voilà, c'est un autre sujet de recherche sur lequel je travaille, mais sur les biocapteurs en santé, où on pourrait interconnecter tout ça avec de l'IA, avec du coup un suivi qui serait beaucoup plus simple pour ces patients chroniques. Mais voilà, on est encore là dans des choses un petit peu fantasmées, sur la bascule de ce vers quoi on aimerait tendre. En tout cas, on voit un petit peu toutes les applications potentielles pour les patients. Et puis, je reviens aussi à quelque chose qui, moi, me tient vraiment à cœur, c'est tous ces sujets de groupes thérapeutiques, finalement, on sait que le communautaire est vraiment très important dans la lutte pour certaines maladies, que ce soit des maladies dites psychiatriques, ou même des maladies type le cancer. On sait que l'effet de groupe peut avoir le partage d'expériences, peut être vraiment très, très bénéfique. Et malheureusement, quand on souffre de certaines pathologies, quand on est dans des déserts médicaux une fois de plus, quand on travaille, il y a tout un tas de choses qui fait que finalement, c'est parfois moins pratique ou c'est parfois impossible de se rendre à une réunion de groupe une fois par semaine parce qu'il y a du temps de transport, parce que c'est pas à côté de chez soi. Il y a tout un tas de sujets qui font que parfois ça peut être compliqué. Le métaverse peut permettre ça, évidemment modéré par un professionnel de santé, par un médecin, par une infirmière, par un psychologue, par un diététicien, peu importe. Mais en fait, ça va pouvoir permettre à des personnes du monde entier, notamment, d'accéder à des services auxquels ils n'ont pas accès et du coup d'améliorer finalement le système de santé au global. Merci Laure et Morgane. Peut-être une dernière question, puisque l'idée de cette académie, c'est aussi donner envie d'aller plus loin et je pense qu'on aura grand plaisir à vous réinviter. La dernière question, il y a beaucoup de questions très concrètes. Alors, je vais essayer de les résumer en une seule question. C'est aujourd'hui, pour se lancer concrètement, pour se lancer dans le métaverse, quand on est un individu ou quand on est une société, on fait comment ? Il y a des sociétés qui ont déjà pignon sur rue, qui nous créent un univers virtuel. Comment est-ce qu'on rentre dans le métaverse ? Et je pense que peut-être vous pouvez nous proposer quelques pistes et puis on sera ravis de vous réinviter pour une seconde session sur le métaverse, concrètement, comment ça fonctionne. Ouais, alors en fait aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, c'est très 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 compliqué de définir ce qu'est le métaverse parce que c'est un petit peu un mot fourre-tout. On peut aller dans des plateformes dites métaverses sans avoir besoin de casque de réalité virtuelle. Il en existe déjà certaines, notamment Decentraland. Alors là, je m'éloigne du domaine de la santé, notamment Decentraland qui permet qui donne l'accès à des marques. Par exemple, Nike a un showroom dans Decentraland. Il y a des conférences qui s'opèrent dans Decentraland. Il y a des manifestations sportives. L'Open d'Australie s'est passé dans Decentraland, notamment avec de façon virtuelle. Donc, il y a déjà des plateformes qui existent pour lesquelles il n'y a pas besoin d'avoir un accès de casque de réalité virtuelle. Et puis, il y en a d'autres, effectivement, où le casque de réalité virtuelle est nécessaire. Et je pense notamment à des applications dans le domaine de la méditation qui permettent de soulager le patient. Tout à l'heure, on parlait des narcotiques anonymes. Donc, les patients ont bénéficié de casques de réalité virtuelle pour se retrouver sous forme d'avatar. Je parlais tout à l'heure des personnes âgées dans certains EHPAD et notamment avec une expérimentation qui est en cours à Nantes où on emmène les personnes âgées une fois de plus visiter le Mont-Saint-Michel, faire du saut en parachute. Alors, ça peut paraître fou, mais c'est le cas, c'est la réalité.
Et puis aussi, on n'a pas parlé de quelque chose qui me semble très important et qui est un usage qui finalement, une fois de plus, on parle de métaverse, du coup, tout le monde se dit « Ah, mais le métaverse, c'est atroce, c'est atroce, c'est atroce », mais ça fait quand même déjà 5 ans qu'on entend parler de la réalité virtuelle pour pouvoir aider à guérir certaines phobies, pour pouvoir… C'est des choses qui existent et qui ne sont pas nouveaux finalement et qui ont eu des Pour la douleur aussi. Hein. Pardon ? Pour la douleur, hein, tout ce qui est Pour prise la en charge de la douleur, douleur. exactement. Et ça, c'est des choses dans des hôpitaux français qui sont déjà utilisées depuis très longtemps. Si on parle de troubles du comportement alimentaire, qui est un des sujets que je connais très bien, ça fait déjà 3-4 ans que dans des hôpitaux publics et dans des cliniques privées, l'usage de la réalité virtuelle est très utilisé pour permettre à la personne de pouvoir se projeter son corps comme il est réellement dans un univers réel finalement, mais avec un casque de réalité virtuelle et d'avoir une vraie idée de finalement mon corps, à quoi il ressemble. Alors j'ai l'impression que je suis énorme, mais en fait je suis extrêmement maigre ou inversement. Et donc finalement la réalité virtuelle, c'est pas nouveau que ça existe et que ça aide énormément, énormément, énormément à la fois les médecins et les professionnels et les patients. Voilà. Laure, est-ce que on te laisse une conclusion à cette session? On a énormément de questions qui ne sont pas forcément répondues aujourd'hui. Mais voilà, je vais juste conclure sur… il y a un commentaire là, dans la discussion qui me plaît bien, là, avec Thierry là, qui a écrit IA plus métaverse plus DM connecté, plus ou moins machin, égale médecin 4.0. Effectivement, moi je pense que le métaverse, c'est une des possibilités d'augmenter le médecin. Parce que la santé, elle va de toute façon être révolutionnée dans les années à venir parce qu'on n'a pas le choix et il manque de professionnels et puis il faut s'adapter aux nouvelles technologies et ça va amener une nouvelle ère en médecine, donc c'est effectivement médecine 4.0 ou 5.0 ou je ne sais quoi, mais également en pédagogie et dans le champ de l'éducation en santé. Et puis peut-être un tout dernier mot, peut-être que pour certains d'entre vous, cette session, j'espère, a été bénéfique et vous a permis de répondre à quelques questions. Elle a peut-être été aussi un petit peu frustrante pour certains d'entre vous parce qu'on n'a pas malheureusement la réponse à toutes les questions, car je le répète, c'est quelque chose qui est très naissant. Il y a des signes avant-coureurs, il y a des signaux faibles, il y a des signaux forts. On voit qu'il y a beaucoup d'usages, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent et qui se positionnent et qui voient des vrais avantages. Il y a des personnes qui, malheureusement, c'est leur personnalité aussi qui sont très frileux et qui voient surtout pour le moment les désavantages et les inconvénients et les risques. Et c'est très important de pouvoir du coup faire se parler les deux types de personnalités ou en tout cas les deux angles de vision. Mais le temps va nous permettre, le temps, les usages, les comportements, les études cliniques vont nous permettre de valider certains usages potentiels. Et puis, je suis absolument convaincue que d'ici 1 an, peut-être que nos discussions seront différentes, mais qu'en tout cas, d'ici la fin de la décennie, quoi qu'il en soit, en fait, ma certitude, bon gré, mal gré, on y va. Bon gré, mal gré, ça arrive. Bon gré, mal gré, c'est déjà là. Autant comprendre ce qui se passer pour tracteur, pour pouvoir ne pas le subir et pour pouvoir s'approprier le plus vite possible ces nouvelles possibilités de mieux soigner, de mieux se soigner et finalement de mieux vivre. Merci beaucoup Morgane pour ces mots de la fin. Merci à tous les participants et toutes les participantes. Je vous rappelle, la semaine prochaine, on reçoit le député Roland Lescure, qui est également président de la commission économie à l'Assemblée nationale, qui sera accompagné de la directrice du groupe B. Brown et de la directrice des affaires publiques du laboratoire Sanofi. On va parler d'autonomie sanitaire en Europe et notamment, évidemment, qui fait suite à la crise qu'on vient de traverser. Et il répondra à toutes nos questions. Est-ce un fantasme? Est-ce une réalité des années à venir? Donc, jeudi midi prochain, comme toujours. Merci infiniment, Laure. Merci beaucoup, Morgane. Merci à vous tous. Et puis, on reste disponible avec Morgane si vous avez envie d'échanger sur le sujet. Absolument. Bon appétit à tous et puis très bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée. Bon appétit. Bon appétit. À très bientôt, la semaine prochaine.